et je suis coordonnatrice de Migraine Québec. Migraine Québec est un organisme à but non lucratif fondé en 2014 par Dr. Elisabeth Leroux en collaboration avec moi-même et Dr. Heather Pym. Cet événement est enregistré, alors je vous demanderai de bien éteindre vos cellulaires, n'oubliez pas. Nous avons le grand plaisir d'accueillir notre conférencière, Dr. Marie-Christine Taillefer. Elle est psychologue à l'approche cognitive comportementale à la clinique de la douleur du CHUM et elle a une quinzaine d'années d'expérience professionnelle auprès des personnes souffrant de douleurs chroniques, y compris les migraineuses. Elle va nous parler aujourd'hui des stratégies psychologiques pour faire face à la douleur. Sans plus tarder, je vous présente Dr. Taillefer. Merci, Madame Moule, pour la présentation. Alors, je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui avec ce beau public sur place, mais également les gens qui sont sur le web. Alors, aujourd'hui, la présentation, je vais vous présenter les différents concepts et on a convenu qu'on prendrait les questions du public et sur le web à la fin de la présentation qui devrait durer une 40-45 minutes autour de ça. Alors, je n'ai aucun conflit d'intérêt à déclarer dans le cadre de la présente conférence. Alors, mon but principal dans la conférence d'aujourd'hui, c'est vous permettre d'avoir des notions, des ressources pour vous aider à retrouver un niveau de qualité de vie acceptable dans le contexte de votre douleur migraineuse ou de céphalée très intense, bien sûr, avec le contexte des incapacités qui viennent avec ça, puisque ça donne toute une panoplie de difficultés. Et j'ai divisé la présentation en 3 grandes thématiques, à savoir, d'abord, comment vous permettre de mieux comprendre les caractéristiques psychologiques qui viennent, dans certaines circonstances, colorer votre expérience de douleur. Ensuite, on va aborder les stratégies psychologiques qui peuvent être utiles pour vous aider à retrouver un meilleur contrôle sur votre douleur, mais également au niveau de votre qualité de vie. Et je vais spécifier certaines notions de façon plus pointue afin de vous donner des trucs vraiment tangibles pour travailler avec différents outils, toujours en termes d'ajustement concernant votre problématique de douleur et l'amélioration de votre qualité de vie. Donc, on s'attarde à quels sont les facteurs qui viennent colorer l'expérience de la douleur sur le plan psychologique quand on a une douleur chronique et bien sûr dans le contexte qui nous occupe aujourd'hui, une migraine ou une céphalée chronique. Une des choses qui est très importante sur le plan psychologique, c'est de garder à l'esprit qu'on vit du stress. Et on a une collègue spécialisée dans l'étude du stress, qui est Dr. Sonia Lupien, à ce qui était anciennement l'hôpital Louis H. Lafontaine, qui a produit il y a quelques années un livre très intéressant sur ce que c'est que le stress. Et j'en ai tiré pour le bénéfice de la présentation quelques extraits qui sont importants, à mon sens, là, à vous présenter aujourd'hui. D'abord, il faut savoir que le stress, c'est la fonction principale du cerveau humain qui nous sert à détecter le danger pour que le corps puisse faire face aux menaces qui l'entourent. Et c'est à la fois y faire face sur le plan biologique, à travers un paquet d'hormones, à travers un paquet de fonctions biologiques, pour être capable de faire face aux menaces qui nous entourent. Et dans son livre, Dr. Lupien, c'est pour ça que j'ai mis la petite image du mammouth dans l'ère de glace, elle parle souvent des mammouths comme un exemple de nos menaces. Hein, on s'entend, dans la période du temps de l'homme des Cro-Magnons, il y avait des vrais mammouths, mais à l'heure actuelle, sont beaucoup moins présents. Mais notre corps continue à faire comme si c'était des vrais mammouths dans nos vies de tous les jours, avec plein de défis et autres. Et j'ai mis en dessous un autre mammouth qu'on connaît ici au Canada
Et je ne m'étendrai pas plus loin, mais pour beaucoup, c'est une forme de menace. Alors, c'est important de garder à l'esprit que le stress, il est nécessaire à la survie au niveau de l'être humain. On a tendance à penser qu'on pourrait vivre sans stress. On peut, puis c'est un début de la présentation, vivre sans que le stress ait trop d'impact négatif dans notre vie et que le mauvais stress vienne nous affecter. Par contre, le stress, ça fait partie de la vie humaine et il est nécessaire à la survie. Et que si on n'avait pas le stress, on ne pourrait pas survivre. Pensez par exemple aux fonctions biologiques de base. Avoir faim, c'est un stress physiologique qui nous amène à nous nourrir. Donc, il y a une pertinence pour notre survie, etc., etc. Et un des éléments que Dr. Lupien met de l'avant dans son livre et qui est très intéressant, c'est que c'est important de comprendre que souvent, quand on est stressé, on a la notion de la création du temps qui passe. Mais tous les éléments ne sont pas stressants dans notre vie de la même façon. Pour qu'un événement nous paraisse stressant, il faut qu'il y ait au moins une des caractéristiques ci-dessous. Et quand il y en a plus qu'une, bien sûr, l'élément en question est plus stressant. Et elle porte notre attention sur le fait qu'un événement va être stressant s'il nous donne l'impression de ne pas avoir de contrôle, s'il est imprévisible, s'il est nouveau, et s'il menace ce qu'on appelle en psychologie notre ego, c'est-à-dire qui on est profondément, nos valeurs. Plus un événement comporte de ces caractéristiques-là, plus il va être stressant. Reportez-vous, par exemple, à votre première journée d'école en maternelle versus la première journée d'école quand vous étiez rendu au secondaire. On s'entend que ça génère un certain stress, mais la connaissance de ce qui nous attend change la perception qu'on va avoir de l'événement. De la même façon, chaque événement est relatif en termes d'impact de stress négatif. On s'entend tous pour garder à l'esprit que certains événements vont être stressants d'emblée, notamment les catastrophes naturelles, un feu, une inondation, une tempête, et que oui, bien sûr, ça menace la survie. Mais au-delà de ça, l'interprétation qu'on fait d'un stress, notamment quand on distingue souvent les bons stress des mauvais stress. Les bons stress, gagner à la loterie, avoir un bébé, une promotion. Mauvais stress, se sentir dépassé par les événements, avoir une mauvaise nouvelle. Et le mauvais stress vient chercher davantage la notion de ciné dont je vous parlais il y a quelques instants. On sait, bien sûr, que certains stress de nature plus fréquents, plus intenses et souvent plus persistants vont donner des dérèglements aigus, mais également des dérèglements de fond au niveau biologique. Parce qu'il faut savoir que notre cerveau, dont c'est la première fonction, essaie de nous aider à faire face aux menaces qui nous entourent, incluant la douleur, des migraines et des céphalées. Parmi les dérèglements de base, il y a des dérèglements au niveau d'une hormone qu'on appelle le cortisol. Je vous fais grâce des détails, mais on sait que sur le plan biologique,
Le trop-plein de cortisol favorise, par exemple, des éléments comme la dépression, alors que dans diverses autres maladies ou problèmes de santé, il y aurait un manque de sécrétion du cortisol. On le voit en fibromyalgie, on le voit en burn-out, on le voit en fatigue chronique. Au niveau des dérèglements de fond, parmi les choses qui sont les plus saillantes, on a les difficultés au niveau de la mémoire. Hein? Vous avez tous vécu, hein, probablement pour la plupart d'entre vous, hein, du fait d'avoir une douleur très importante, très incapacitante, hein, des impacts sur votre mémoire. Bien sûr, pour plusieurs d'entre vous, il y a également l'impact de la médication, l'impact de la fatigue, du manque de sommeil. Mais on sait que sur le plan biologique, il y a des dérèglements au niveau de la mémoire. Hein? Et que bien sûr, quand on est stressé, quand on a mal, on est moins... en fait, c'est-à-dire, ça affecte notre vigilance. Le stress nous fait focusser sur la menace et en général, le reste des choses disparaissent. De sorte que on est focusé sur la situation qui nous inquiète, mais on demeure, biologiquement parlant, dans un contexte où on doit généralement trier un paquet d'informations. Hein? Regardez, vous êtes ici aujourd'hui, on est pendant la conférence, mais en même temps, vous ressentez, vous êtes capable de capter les bruits de la salle. Vous êtes capable, vos fonctions biologiques continuent de fonctionner et il y a toute une panoplie d'informations que vous devez continuer à traiter. Mais le facteur de stress va vous faire d'emblée focusser. Et en période de stress, sur le plan psychologique, on se parle constamment dans sa tête. Hein? Moi, j'imagine souvent ça avec l'exemple du petit hamster. Hein? Les gens ont toutes sortes d'inquiétudes, de préoccupations. Hein? Dans certains cas, on appelle même ça des ruminations, dans le sens que ça revient constamment à l'esprit. Ça peut être des choses très factuelles, payer des factures, faire un téléphone, etc., etc. Mais dans d'autres circonstances, c'est comment on va faire face à la douleur en vieillissant. Qu'est-ce qu'on va faire si les médicaments se mettent à moins faire effet, etc., etc. Et on sait que le stress chronique rend plus difficile notre capacité de trier les informations et de les discerner, parce qu'on va focusser d'emblée sur ce qui est le plus menaçant. On sait que le stress affecte de différentes façons la douleur. Bien sûr, il y a la nociception, c'est-à-dire comment biologiquement on est fait pour que les messages de douleur circulent dans notre corps, hein, de notre cerveau à notre corps et de notre corps à notre cerveau. Mais même cette douleur-là, hein, dépendamment des circonstances, bien sûr, vous la percevez. Mais on va voir plus loin que vos émotions du moment, vos inquiétudes du moment peuvent également la colorer. On s'entend pour dire qu'à la fois la douleur physique, des migraines, des céphalées, mais également la détresse de vous savoir, par exemple, hors du travail, à devoir composer avec des rôles sociaux différents, entraîne bien évidemment de la souffrance psychologique et les gens tentent d'ajuster leur comportement à cette souffrance-là. Dans certains cas, de façon à améliorer leur qualité de vie, mais dans d'autres circonstances, davantage dans une modalité de retrait et d'évitement. Puis je vais revenir sur cet élément-là. Sans aller dans le grand détail, il y a plusieurs zones du cerveau qui sont impliquées dans la reconnaissance de la douleur et dans le lien qu'il y a avec les émotions, notamment l'amygdale, le cortex singulaire. Et parmi les choses qui sont très importantes sur le plan psychologique, c'est d'être capable pour les gens de distinguer à la fois comment les événements ont une influence sur leur pensée,
sur leurs émotions, mais également sur leur comportement. On sait que la douleur chronique, en général, entraîne toute une panoplie de difficultés au quotidien, notamment en termes de sommeil, d'activité physique, du travail, les activités régulières et sociales. Mais on sait aussi que l'élément douleur entraîne son lot de craintes et d'appréhensions assez spécifiques, notamment tout ce qui est concernant l'usage de la médication. Hein, les gens qui disent, ben, moi avant, j'en prenais pas de médicaments et là, je me retrouve avec une douleur complexe, une panoplie de molécules avec leur lot d'effets secondaires. Est-ce que je vais pouvoir m'en débarrasser un jour? Est-ce qu'il y a un risque que je devienne accro à tel et tel type de molécules? Donc, il y a beaucoup de stress associé à la réalité de la douleur pour beaucoup de patients. Bien sûr, les émotions. Un point d'intérêt important qu'on a développé avec le temps en psychologie, c'est un intérêt à une émotion qu'on a appelée la pensée catastrophique. En fait, à la base, ça vient de l'anxiété, bien sûr, et comme son nom l'indique, c'est une perception qui se distingue des autres parce que elle nous amène à envisager le pire, hein, comme le stress le fait devant une menace. Mais on sait car les collègues qui ont fait des études à ce niveau-là nous disent que quand les gens ont une pensée davantage catastrophique, ils ont plus de douleur, ils ont plus de difficultés fonctionnelles et de difficultés psychologiques ou sociales. Et quand on veut essayer d'isoler les différents paramètres, le degré de pensée catastrophique que les gens vont avoir ne dépend pas en soi de leur degré initial de douleur, de leur statut au niveau du travail ou encore d'autres types de croyances. Alors qu'on sait que c'est un point qui est souvent très utile à adresser en termes de soutien et de travail psychologique que d'aider les gens à refaire l'éventail des possibilités et non d'aller toujours vers le pire, parce que ça entraîne son lot de difficultés. Donc, comme je le disais, c'est à la fois des pensées, des images, des scénarios. Où est-ce qu'on anticipe le pire? Il existe un questionnaire sur la catastrophisation que je n'ai pas mis dans le cadre de la présentation d'aujourd'hui, mais simplement pour vous expliquer ce que ça contient, la catastrophisation. J'ai quand même repris les thématiques qui sont dans ce questionnaire-là. Quand on catastrophise, il y a un aspect de rumination. Hein? Les inquiétudes roulent dans notre tête. Hein? C'est le petit hamster. La douleur roule dans notre tête, elle est toujours là, elle prend beaucoup de place. Il y a un élément d'amplification, hein? Puisque c'est stressant, hein? Ça nous paraît gros, ça prend de la place, ça vient affecter notre quotidien, notre attention, notre vigilance. Mais il y a également aussi, généralement, un volet d'impuissance. Les gens se sentent submergés par tout ça. Ils ont l'impression que ça roule, puis qu'ils n'en ont pas vraiment le contrôle. Et ça génère aussi son lot d'anxiété. Je vous expose rapidement deux modèles pour montrer un petit peu les impacts qu'il y a concernant la pensée catastrophique, puis jusqu'où on peut voir un impact. Donc, la pensée catastrophique ici est au centre. Elle peut amener une crainte de se blesser ou d'augmenter sa douleur, qu'on appelle dans notre jargon de la kinésiophobie. Elle peut amener les gens à se mettre en mode d'évitement, hein, pour ne pas avoir plus mal notamment. Et ça a tendance, bien sûr, à augmenter les difficultés fonctionnelles. Ceci, comme vous pouvez voir, les flèches qui reviennent vers la pensée catastrophique accentuent le phénomène au lieu de le calmer. Et
très souvent, ça a un impact sur le sentiment qu'on appelle d'efficacité personnelle, c'est-à-dire la confiance dans ses propres moyens à faire face à la douleur d'une migraine, d'une céphalée ou autre. Vous avez de la même façon au centre l'expérience de la douleur qui amène à penser au pire, qui amène souvent à avoir une crainte du mouvement et qui amène la notion de l'hypervigilance. Hein? Tout ce qui peut être source de douleur, tout ce qui peut être source d'inconvénients et peut contribuer à augmenter l'évitement. Bien sûr, ça amène au long cours un déconditionnement, une perte de réseau et souvent des symptômes de nature plus dépressive. Dans le travail qu'on fait sur le plan psychologique, on sait que ce cercle vicieux-là, il existe chez beaucoup de personnes en douleur. Mais ce qu'on travaille, et là je ne vous donne pas les grands détails, mais les grandes lignes, dans un contexte où on travaille de façon très graduelle avec des petits niveaux d'inquiétude. Pour amener la personne, à partir d'une expérience qui donne un petit niveau d'inquiétude uniquement, à se réimpliquer dans cette activité-là et revoir qu'elle est, au bout d'un certain temps de pratique, capable de reprendre le contrôle sur une activité X. Et dans le contexte, on met des étapes et on met des activités de plus en plus difficiles, mais avec le principe que la personne passe à travers des niveaux où elle bonifie ses capacités à travers des activités plus faciles. Vous n'êtes pas sans savoir que la douleur chronique associée aux migraines, associée aux céphalées, entraîne son lot d'émotions. Hein? Et notamment, les aspects, comme vous voyez ici sur le graphique, l'incompréhension. Beaucoup de gens, vous nous parlez de l'incompréhension des proches, l'incompréhension de certaines personnes dans le réseau de la santé, hein, à comprendre, à reconnaître l'intensité de votre douleur, alors que pour les gens en douleur chronique, comme je le dis souvent, ça paraît pas, ou très peu, que vous avez de la douleur très, très sévère pour la majorité d'entre vous, mais bien sûr, il y a toute cette notion-là, malheureusement, d'incompréhension concrète. Il y a bien sûr la colère, un sentiment d'injustice, hein, le fameux « pourquoi moi ». Dans certaines circonstances, les gens peuvent vivre de la culpabilité, de la honte, il y a de la peur, bien sûr, de l'anxiété, la pensée catastrophique et la dépression. Vous allez voir un peu plus loin dans la présentation, le travail psychologique vise à remonter la pente. Les problèmes psychologiques sont fréquents en douleur chronique, mais règle générale, ils sont en réaction à la douleur, à son intensité, puis à l'impact néfaste que la douleur a dans votre vie. Puis parmi les choses qu'on voit régulièrement, ce sont des difficultés d'adaptation à la douleur, de la dépression majeure, des symptomatologies anxieuses comme les attaques de panique, le trouble d'anxiété généralisée ou dans certains cas le stress post-traumatique, notamment quand le mécanisme de la douleur, par exemple, est à l'origine d'un accident de la route, d'un accident du travail ou encore d'un acte criminel. Comme je le disais, il y a l'élément de la catastrophisation qui entre en ligne de compte, mais également la kinésiophobie, donc qui est en quelque sorte la phobie de bouger. Même quand votre médecin ou votre physiothérapeute ou ergo vous dit, ben oui, il y a des bons mouvements qui sont bien faits, qui sont adéquats dans votre condition douloureuse, mais que l'insécurité vous fait prendre du recul par rapport à tout ça. Et il y a également les deuils. C'est une grande portion qu'on doit aborder dans un contexte de comment faire face à la douleur chronique et comment, évidemment, quel impact
la douleur chronique d'une migraine ou d'une céphalée persistante peut avoir. Hein? Ce qu'on appelle le deuil de l'état d'avant. Hein? Donc, souvent, naturellement, les gens font ça. Hein? Quand on est dans la perte, on revient sur ce qu'on était avant, comment on fonctionnait avant et quel est le décalage entre comment ça se passe maintenant et comment ça se passait avant. Donc, le deuil des pertes physiques, le deuil, dans certains cas, de l'image de soi, de son fonctionnement et du rythme qu'on avait avant. Bien sûr, il y a l'impact cognitif qui s'ajoute à tout ça, le manque de sommeil, les effets secondaires de la médication, le fait de devoir prendre des médicaments pour mieux fonctionner. Il y a également le deuil au niveau des changements des rôles. Hein? Je vois que dans la salle, il y a beaucoup de femmes. Hein? L'exemple typique qu'on voit, hein, c'est quelqu'un qui a été fonctionnel toujours, qui a cumulé paquet de rôles, hein, parent, professionnel, aidant, et qui là, sachant les limitations, doit devenir, d'une façon plus ou moins importante, l'aider. Hein? Et comment aborder ces choses-là? La notion psychologique de dire, c'est toujours moi qui ai été l'aidante, mais maintenant c'est moi qui ai besoin d'aide. Quelle est la réceptivité des gens autour? Comment les gens l'abordent? Les gens ont souvent beaucoup de crainte et de malaise à l'aborder, hein, parce qu'il y a la notion d'image de soi et il y a la notion de changement des rôles. Pour certains, justement, c'est la difficulté à demander de l'aide, la peur de déranger, les difficultés de s'affirmer, un certain découragement. Dans d'autres circonstances, c'est la difficulté à accepter l'aide. Hein? Combien de personnes me disent, moi j'ai toujours fait mes choses, j'ai toujours fonctionné, là pourquoi il faut absolument que je prenne quelqu'un d'autre pour m'aider? Pour certaines personnes, c'est très difficile. Hein? Ça peut les amener à dépasser leurs limites, hein? Et en bon québécois, à payer pour. Oui, les gens veulent rester autonomes, mais des fois, c'est à un fort prix, parce que la douleur, parce que l'inconfort augmente et très souvent, les gens constatent qu'ils se retrouvent sur le carreau 1, 2, 3 jours, des fois plus, pour une activité qu'avant, ils faisaient beaucoup plus facilement. Il y a aussi souvent la notion d'échec et la notion de perdre le contrôle. Hein? Donc, rappelez-vous, la notion du ciné de Dr. Lupien, hein, en soi, ça devient un stress. Et dans certaines circonstances, la douleur chronique, ça peut être tellement bouleversant dans la vie d'un individu qu'en soi, ça peut être un événement traumatique que d'avoir à se redéfinir dans le contexte d'une douleur chronique de type migraine ou céphalée. Il faut garder à l'esprit qu'on ne vit pas en vase clos et qu'on a tous et toutes un passé. Dans certains cas, puis comme psychologue, c'est important aussi. Quand les gens viennent nous voir, ça fait partie des choses qu'on évalue d'office, à savoir, est-ce qu'il y a déjà des symptômes anxio-dépressifs qui sont présents? Hein? Des gens qui travaillaient 112 heures par semaine, qui avaient besoin de 2 têtes, 4 bras, 8 jambes pour être capables de fonctionner. Hein? Des contextes, des fois, de burn-out, situations inattendues qui amènent beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété et, dans certains cas, de la dépression. On s'intéresse aussi, comme psychologue, à la présence des traumatismes antérieurs dans l'enfance, l'adolescence ou l'âge adulte, à savoir les abus physiques, psychologiques, sexuels, parce que malheureusement, ça arrive que c'est présent. Et bien sûr, puisqu'il s'agit de souffrance, hein, ça peut venir aussi avoir un impact sur la souffrance associée à la douleur physique et évidemment venir la colorer. Il y a également
tenir compte des abus de substances ou des troubles d'usage avec des substances style drogue et alcool. Il y a également les troubles de personnalité, parce qu'on sait que dans la population générale, mais également en contexte de douleur, on a des gens qui vont venir nous consulter et qui ont des personnalités plus rigides. Et cette rigidité-là se manifeste d'une façon particulière. Et ça aussi, ça peut venir colorer comment une personne va faire face à sa douleur. Parce que les gens qui ont des personnalités plus rigides vont avoir des pensées concernant eux-mêmes, le monde et les autres qui sont différentes. Hein? Nous, souvent, on l'explique un peu à la blague en disant, quand quelqu'un a une personnalité plus rigide, souvent ça peut être un problème, et non pas moi. Bon, bien sûr, c'est pas une... On ne base pas un diagnostic comme psychologue sur quelque chose comme ça, mais en termes d'image, c'est souvent très parlant au niveau de leur cognition. Bien sûr, sur le plan affectif, les gens qui sont plus rigides dans leur personnalité ont souvent des émotions très intenses et très changeantes. Ce sont des gens aussi qui entrent en relation de façon souvent plus difficile. Hein? Ils ont plus de difficultés à faire des compromis. C'est souvent des relations de courte durée, hein? Que ce soit dans des relations intimes, relations de travail et autres. Et plusieurs d'entre eux ont un caractère davantage impulsif. Hein? Bien évidemment, mettez de la douleur importante dans ce contexte-là. Hein? Quand quelqu'un a une personnalité plus rigide qui a ce pattern-là, bien sûr, ça va venir colorer l'expérience de la douleur. Comme je le disais tantôt, sur le plan psychologique, on souhaite vous aider à reprendre la courbe montante qui contient différents éléments, notamment reconnaître ce qui est là, se motiver, prendre conscience de son discours intérieur, hein, de l'autocritique que le petit hamster nous fait penser, être capable de confronter ses pensées, mais il y a également une notion de remise en action de façon réaliste en fonction de vos capacités et de vos limites du moment. Et il y a également la pertinence d'un certain lâcher-prise. Et dans ce contexte-ci, puis je vais y revenir ultérieurement, le lâcher-prise, ça ne veut pas dire se foutre de tout et ça ne veut pas dire ne plus s'impliquer dans rien et vivre d'amour et d'eau fraîche. Non, ça veut dire, d'une certaine façon, reconnaître que toutes les batailles ne peuvent pas être gagnées, qu'il y a des choses, qu'il y a des moments où même si vous utilisez toutes vos ressources pour soulager votre douleur, pour être en équilibre, qu'il y a des moments où c'est votre pic de migraine, votre pic de céphalée qui va prendre le dessus et qui va avoir d'une certaine façon ce que j'appelle souvent son existence propre. Hein? Et vous le savez, ça va avoir un début, ça va avoir un milieu, puis ça va avoir une fin. Mais il y a des fois où peu importe que vous fassiez tout ce qui est en votre pouvoir, ça ne fonctionnera pas. C'est pas parce que vous n'êtes pas bon, c'est pas parce que vos moyens sont pas bons, mais il y a des moments où ça ne fonctionnera pas. Hein? L'exemple que je donne, qui est très différent, c'est par exemple, quand on a un mal de tête courant. Il y a des fois où on va se prendre un peu de Tylenol, il y a des fois où ça marche du premier coup. Il y a des fois où il faut en reprendre, mais il y a des fois où ça ne marche pas du tout. Mais le principe, il est là, de se réimpliquer, connaître ses capacités, ses limites, mais reconnaître aussi qu'il y a certains moments où il faut avoir un certain lâcher-prise. Un autre élément qui est important, c'est que dans la douleur chronique, il y a beaucoup de mythes auxquels les patients vous êtes confrontés. Hein? Et c'est important de les connaître. Hein? Comme par exemple, une douleur chronique est une douleur aiguë mal gérée. Hein? Comment ça se fait
qu'après X années, j'ai encore mal. Hein? Puis des fois, au surcroît, quand je consulte dans une clinique spécialisée en douleur. Dans certaines circonstances, c'est le mythe disant, puisque la douleur augmente, c'est donc qu'il y a une problématique grave en dessous de ça, dont il faut se méfier. Et quelle est la signification, en quelque sorte, de la souffrance? De la même façon, concernant le parcours des gens en clinique de douleur, des fois, les gens arrivent en disant, ben, il y a une façon typique de soulager la douleur. Mais probablement, qu'entre vous, dans le cadre de l'association, vous avez l'occasion d'échanger sur votre réalité. Hein? Et probablement que plusieurs d'entre vous constatez que même si vous avez une problématique similaire, vous n'avez pas le même type de traitement les uns par rapport aux autres. Et que non, effectivement, pratico-pratique, c'est pas toujours vrai qu'une céphalée ou qu'une migraine se traite de la même façon pour tout le monde. Oui, il y a des structures plus multidisciplinaires qui peuvent être aidantes, bien sûr, en contexte de douleur chronique. Et un autre des éléments qui est important, c'est que pour beaucoup de gens dans la communauté, c'est le principe qu'il y a seulement les médicaments qui peuvent venir à bout de la douleur. Hein? Dans le contexte d'une présentation comme aujourd'hui, mais pour tous ceux d'entre vous qui consultez, par exemple, en clinique multidisciplinaire de douleur, ben, vous savez très bien qu'il n'y a pas juste les médicaments qui font partie de l'arsenal de traitement. Hein? Il y a différents types de traitements. Il y a le non-pharmacologique, les choses psychologiques, le yoga, la pleine conscience, l'activité physique, etc., etc. Mais les aspects psychologiques sont importants. On a beaucoup de gens qui nous arrivent avec cette espèce de préjugé-là en disant « mais oui, mais j'ai des maux de tête, j'ai des maux de dos ». C'est pas un problème psychologique. Hein? Le but de l'aide psychologique, c'est pas pour mettre seulement une emphase sur la psychologie. Mais c'est pour vous aider à comprendre l'interaction qu'il y a entre les éléments psychologiques et le physique. Hein? Parce que bien sûr, on sait qu'il y a des raisons biologiques, fonctionnelles, biomécaniques qui font que vous avez des douleurs et que c'est une infime minorité de gens pour qui le volet psychologique va être très contributeur comparativement au volet physique. Quand on a mal, il faut tout arrêter. Ça, c'est beaucoup plus vrai en douleur aiguë qu'en douleur chronique. Hein? Parce que probablement que vos médecins, vos intervenants vous ont expliqué que selon votre tolérance individuelle, c'était mieux de continuer à bouger que de tout arrêter. Et que, encore là, c'est pas une question de pensée magique. Hein? C'est pas une question de dire, ben oui, si je fais de la relaxation, de la méditation, ça aide. Oui, ça aide, mais on peut pas être en état de méditation ou de relaxation 24 heures sur 24. Ça aide quand on le fait, et c'est la pratique quotidienne ou régulière qui fait que ça peut devenir utile, mais il faut voir la vue d'ensemble. Donc, concernant la compréhension des phénomènes psychologiques en lien avec la douleur, bien sûr, vous le savez, ce sont des phénomènes complexes qui touchent beaucoup d'éléments dans votre vie. L'aspect physique, l'aspect psychologique, vos émotions, vos comportements. De façon générale, il faut rester proactif. Hein? Il faut que vous puissiez sentir que vous exploriez les options qui s'offrent à vous. Vous avez le droit de les considérer puis de décider si ça vous convient ou pas. Mais d'avoir cette attitude-là d'ouverture
de dire, ben oui, c'est aussi avec votre input que vous allez pouvoir aller chercher un mieux-être. Que généralement, l'approche multidisciplinaire, en cas de douleur très intense, très incapacitante, aide les gens à avoir une meilleure adaptation et que l'adaptation, c'est un processus dynamique. OK? Et que adopter cette position-là, ça peut être difficile, mais ça demeure quelque chose qui est pertinent. Donc maintenant, en termes de stratégie, bon, bien sûr, les migraines, ce sont quelque chose de très fréquent. Les mammouths, on peut les domestiquer, notamment reconnaître notre niveau de stress, reconnaître son ciné, avoir un plan où on peut faire de la résolution de problèmes, mais aussi dans certains cas, prendre le temps de faire face à différentes réalités. Bien sûr, l'environnement, la présence de soutien social, le fait d'être en contact avec les autres, comme par exemple ce que vous faites ici dans le cadre de l'association de la migraine, mais également les animaux de compagnie, et utiliser la respiration, l'exposition graduelle pour faire face au stress. Rapidement, qu'est-ce qui peut vous aider à recadrer vos pensées et les rendre plus réalistes? Posez-vous la question, est-ce que vous êtes proactif ou vous êtes en évitement? Moi, ce que j'aime bien, c'est est-ce que je suis sûre à 100% que ce que j'anticipe en termes de difficulté va nécessairement se produire? Hein? Rappelez-vous la vision en tunnel. On veut élargir cette vision-là. Encore une fois, c'est quoi le pire qui peut arriver? Hein? Si vous êtes en train d'anticiper une rencontre, une visite avec votre médecin, c'est quoi le pire qui peut arriver? Puis est-ce que le pire est si pire que ça? Et dans ce que j'aime bien aussi, c'est la notion d'une boule de cristal. Est-ce qu'on peut prévoir? Moi, du temps où j'étais à l'Hôtel-Dieu, dans l'ancien CHUM, j'avais une fenêtre dans mon bureau. Et j'aimais bien expliquer aux patients, leur demander de regarder par la fenêtre et d'estimer la température qu'il allait faire dans 3 heures versus, toujours en regardant par la fenêtre, quelle était la température qu'il allait faire dans une semaine à la même heure. Hein? Bien sûr, les gens étaient tout à fait en mesure de me dire, ben voilà, notre estimation va être bien meilleure concernant l'évaluation court terme, plutôt que l'évaluation à moyen terme. Donc, la notion d'être dans ici et maintenant demeure importante pour bien évaluer les choses. Un petit topo sur la résilience, qui est aussi très importante et qui est une force à développer ou à améliorer. Donc, faire face avec succès à une situation difficile pour réussir à s'adapter puis à se développer positivement en dépit des difficultés. Je vais passer rapidement sur des études qui ont démontré que les gens résilients avaient des caractéristiques que les gens moins résilients n'avaient pas. On sait que les gens qui sont résilients ont des meilleures habiletés de coping, ont des meilleures attitudes face à leur douleur, ils catastrophisent moins, ils ont un meilleur support, ils vont davantage vers les soins, ils ont davantage d'émotions positives qui viennent contrebalancer les émotions négatives. Et même quand on fait des études de douleurs provoquées, ils ont moins de réactions négatives. De plus, les gens non résilients, maintenant, on sait que pas avoir beaucoup d'éléments positifs
est un stress en soi, qui fait en sorte que les émotions négatives en tant que telles vont avoir plus d'impact. On sait également que les non-résilients ont davantage d'éléments dépressifs et que la notion du manque de contrôle peut avoir un grand impact. De la même façon, jamais avoir vécu d'éléments difficiles ou encore dans sa vie en avoir vécu beaucoup peut amener des difficultés à être résilient. Notamment la notion dans la résilience, on donne l'exemple d'un ressort, où devant de la difficulté, on remonte, mais il y a des fois, quand c'est un premier trauma et qu'il y en a beaucoup trop, ou à l'inverse, on a vécu trop de choses, même à un moment donné, le spring ne veut plus remonter. Là. Donc, il y a cet élément-là où on peut être moins résilient. On sait que la résilience, ça vient chercher à la fois des habiletés, mais également de la vulnérabilité. Et que, dans certains cas, notre résilience, elle va nous permettre soit de rester stable, soit d'avoir une certaine récupération, ou encore de grandir. On vise à développer la résilience et aider les gens à ramener la possibilité de faire des choix dans leur vie. Je vais passer rapidement sur la notion de l'importance de savoir où on en est en termes de processus de changement, mais également aborder l'aspect de quelles sont les stratégies pour aider à mieux se motiver et faire face à la situation. Donc, chez les douloureux chroniques, on a des collègues qui se sont intéressés, à savoir, chez les gens qui n'ont pas le sentiment d'avoir des problèmes, on a souvent la notion qu'ils nous confient leur douleur et qu'ils ont l'impression qu'on va tout régler à leur place. Les gens qui commencent à réfléchir, oui, commencent à s'impliquer dans les activités concernant l'autogestion de leur douleur. Alors que quand les gens sont dans l'action, bien évidemment, ils participent plus activement à leur autogestion de douleur. Et quand les gens sont en maintien, bien sûr, ils sont impliqués dans les processus d'amélioration de leur qualité de vie. Et dans certains cas, comme je le disais, à certains moments, ils reconnaissent qu'ils n'ont pas nécessairement le contrôle idéal de leur situation. De la même façon, pour aider les gens à se mobiliser, il faut le faire avec empathie. Ça peut être utile de comparer, quand je parlais des deuils tantôt, de distinguer avec la personne l'écart entre ce qu'elle a et ce qu'elle veut, pour l'aider à se connecter à nouveau à ses valeurs. Et ça peut être aussi très pertinent de ramener le fait que changer, c'est pas facile. Tout le monde, on est ambivalent face au changement et on peut ne pas vouloir changer. Et ça peut faire partie d'une stratégie d'adaptation que de choisir de ne pas changer. Et on veut bien sûr renforcer le sentiment d'efficacité personnelle, les réussites, les forces des patients. Donc, de la même façon, quand on voit que les gens reconnaissent de plus en plus leurs difficultés, on les aide à faire face aux barrières de leurs conditions. Concernant l'implication personnelle, c'est important de voir avec les gens qu'est-ce que vous êtes capable de faire aujourd'hui en fonction de votre état de douleur et de votre fonctionnement aujourd'hui. Gardez une capacité d'être optimiste, mais pas d'avoir la pensée magique. Et de la même façon, aborder, c'est quoi les avantages de ne pas changer versus les avantages d'essayer de changer.
Donc, on arrive au dernier volet pour mieux vous aider à appliquer ces choses-là. D'une part, on parlait en début de rencontre de la notion de menace dans les éléments de stress. Mais le poids des mots a une influence et le fait d'essayer de considérer l'adaptation, l'équilibre de vie comme un défi peut aider. Qu'on essaie de le faire de façon proactive, de façon positive, en gardant un certain espoir, en gardant une volonté de faire des efforts et bien sûr une certaine discipline au sens large pour résoudre des difficultés et garder une souplesse dynamique dans son adaptation. Je vous explique brièvement cette matrice. Donc, gardez à l'esprit qu'on est dans la colonne de gauche, où très souvent, les gens se sentent en lutte pour faire face à leurs difficultés et se sentent de plus en plus inefficaces quant à leur capacité d'avoir du contrôle sur leur douleur et leur fonctionnement. Et dans ce contexte-là, ils se sentent comme être leur émotion, se sentent inutiles, se sentent sans valeur et se trouvent sur le plan psychologique fusionnés avec leurs conditions, qui entraînent évidemment son lot de souffrance. Bien sûr, cet élément-là, il est là. Il fait partie de votre expérience de douleur. Mais ce qu'on veut, c'est vous amener en bas à droite. C'est-à-dire, oui, il y a des moments où vous vous sentez inutile, vous vous sentez pas bien, et vous vous questionnez. Mais si vous gardez un lien avec vos valeurs, comment à travers vos valeurs profondes, vous êtes capable de vous impliquer aujourd'hui, même à petite échelle, dans des choses qui vous tiennent à cœur pour refaire certaines activités qui amènent un réel mieux-être. Donc, on travaille à se détacher des pensées blessantes, on accueille les émotions difficiles sans essayer de les moduler ou de les chasser, mais elles reflètent une partie de votre expérience et on utilise ces 5 sens, mais également des stratégies de méditation pour être capable de rester en contact avec ce que le corps continue de monitorer et qui peut apporter du bien-être. C'est important aussi de garder le principe que, comme on le disait en début de conférence, le cerveau, il sert à penser. Mais de se ramener à, non pas notre moi critique, notre moi réflexif, mais celui qui est capable d'observer sans juger, de rester en contact avec ses valeurs par des actions qui sont significatives. Et garder à l'esprit que l'équation, c'est la conscience de tout ce qu'on est, ses valeurs, et une action réaliste, ça amène une souplesse qui vous aidera à mieux vous adapter à votre condition de migraine et de céphalée chronique. Une des stratégies pour acquérir de la diffusion, c'est par exemple garder à l'esprit que nos pensées, c'est un petit peu comme si c'était une radio qui jouait. Et que quand elle joue, on peut y porter une attention très pointue, comme on peut avoir le sentiment qu'elle joue en background et qu'on essaie de prendre une partie de notre attention, même si elle n'est pas très grosse, pour aller vers quelque chose qui est prenant, qui va avec nos valeurs. Et qu'on ne vise pas à faire disparaître les pensées, mais à retrouver du contrôle par rapport à ces pensées-là. Notamment, moi j'aime bien être capable de mettre ces pensées-là en musique. Si vous vous dites,
Je me sens inutile, je me sens inutile. Hein? Ben, je vois certains d'entre vous avec des sourires. Hein? On a les mêmes mots, mais qui ont une connotation d'emblée clairement plus rigolote que quand on se dit « Ah, je me sens vraiment inutile, c'est de la chenoute, c'est pas bon. » Bon, ça fait partie des outils. Cultiver, comme je le disais, les notions de pleine conscience. Et il existe dans la littérature différents outils pour faire, par exemple, des petites méditations. Donc, la douleur chronique, c'est un stress important dans vos vies. Ça peut être quelque chose de très déstabilisant, mais on est fait pour faire face aux menaces. Et il faut connaître nos mammouths, avoir en tête les différentes façons d'y faire face, le ciné, le recadrage cognitif de nos petits hamsters, la matrice, la méditation pour retrouver un équilibre et une meilleure qualité de vie. Alors, merci bien pour votre écoute. Alors, je vais pouvoir, avec Mme Houle, prendre les questions de l'auditoire. Donc, merci beaucoup, Dr. Taillefer. Merci. Un applaudissement. C'est très informatif. Merci d'être là aussi. Donc, on va passer à la période de questions. Comment ça va fonctionner? Moi, je vais de temps en temps, d'abord, je vais encourager les gens qui nous écoutent sur YouTube, pour le webinaire, de poser aussi des questions. J'ai ma tablette, je vais voir vos questions venir. Donc, de temps en temps, je vais venir à la micro pour poser des questions de ce public-là. Et Louise, notre bénévole, va passer avec la micro, prendre vos questions. Fait que vous avez juste à lever votre main. Et c'est comme ça que ça va fonctionner. Donc, sans plus tarder. Moi, j'ai trouvé difficile de trouver une psychologue ou un psychologue qui connaissait vraiment la douleur chronique, même la migraine. Tu sais, je peux passer. J'ai commencé un suivi récemment avec une nouvelle psy, puis j'ai passé une heure de mon histoire de cas, ou même voire 2 rencontres, à juste expliquer c'est quoi la migraine en tant que telle. Puis, je trouve que c'est difficile, je sais pas si sur le site de l'ordre, je vois pas non plus une section, ou en tout cas, je sais pas s'il y avait des listes, ou là, je connais un peu plus les méthodes, peut-être à demander aussi, carrément aussi. Oui, je vous dirais, oui, on va reprendre le micro. Oui, effectivement, la réalité de pouvoir rencontrer un psychologue, notamment dans la communauté, qui s'y connaît en douleur, est souvent effectivement un peu plus difficile. Par contre, via notamment l'Ordre des psychologues, il y a un service de référence auquel les gens peuvent appeler, ou encore via le site web de l'Ordre, on peut préciser effectivement quelles sont les caractéristiques professionnelles des psychologues qu'on souhaite consulter, et on a un volet douleur, et on a un volet, par exemple, troubles anxieux, troubles dépressifs. Donc, soit quand on passe par le système téléphonique ou encore par le système web, on peut demander la précision d'avoir quelqu'un qui est spécialisé. À ce moment-là, ça peut faciliter l'identification d'un psychologue qui s'y connaît en douleur. C'est sûr que, dans les centres spécialisés, généralement, il y a des psychologues, mais c'est vrai que dans la communauté, on peut malheureusement tomber sur quelqu'un qui s'y connaît moins, et ça peut nécessiter davantage d'implication de la part du patient. Mais si vous sentez que ça ne convient pas, ça se trouve un psychologue spécialisé en douleur, parce que c'est quand même une spécialité qu'on décrit au sein de l'Ordre des psychologues. Question du webinaire. Que veut dire ACT? C'est écrit dans plusieurs slides. Oui. Alors oui, effectivement, désolée, je ne l'ai pas précisé. ACT, c'est thérapie d'acceptation et d'engagement. C'est l'acronyme anglais qu'on utilise le plus souvent. Vous allez voir, dans la fin de la présentation, il y a un certain nombre de références de cette modalité-là, qui amène à aller plus loin
que les différentes stratégies de reprise de contrôle, mais d'aller vers justement comment on se connecte à nos valeurs, comment on reconnaît les éléments qui influencent notre détresse. On leur laisse une place, mais on s'organise avec une proactivité à ce que ces éléments-là ne prennent pas toute la place. Mais on n'essaie pas de les éviter, on n'essaie pas de les minimiser, mais on se reconnecte à nos valeurs et à comment on peut vivre ces valeurs-là, malgré nos limitations, mais avec nos capacités. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des questions? Juste un petit commentaire. Bravo, merci d'ajouter à nos connaissances de façon pratique et accessible. Quelqu'un vient de nous demander aussi si on peut mettre sur le site des références en psychologie. J'espère que la personne a bien entendu la question et votre réponse. J'aurais une question, moi. Quand on est en douleur sévère de migraine, c'est différent que quand on anticipe la migraine. Ou comme moi, je vis avec des migraines chroniques, fait que j'ai tout le temps mal. Oui, des fois, j'anticipe la douleur sévère de migraine et tout ça. J'essaie de travailler là-dessus. Mais quand je suis en migraine, je sais pas, c'est tellement sévère. On est au lit, c'est facile de tomber dans les pensées noires. En tout cas, je ne donnerai pas d'exemple de toutes les pensées qu'on peut avoir, mais tu sais, mettons que c'est pas drôle. Je ne sais pas si vous avez des stratégies quand on est vraiment en migraine sévère. Oui. En fait, oui, merci pour votre intervention. Donc oui, évidemment, quand le contexte est très, très sévère, puis que vous êtes très, très, très limité, et puis oui, même les plus petites choses deviennent très difficiles, hein, ça va de soi que, bon, clairement, d'une part, c'est évidemment de reconnaître que vous n'êtes pas dans une période facile. Et quand je parle de reconnaître, je ne parle pas d'être contente que ça vous arrive. Je ne parle pas de dire « Ah oui, ça fait mon affaire ». Bien sûr que non. Hein? Il y a des moments où, oui, vous allez être très, très, très incapacité par vos migraines, au lit, photophobie, nausées, vomissements, etc., etc. Et la notion de reconnaître qu'on est dans une période difficile, c'est un peu cette notion-là de reconnaître que aujourd'hui, dans le moment ou pour les prochains jours, vous ne pourrez probablement pas faire beaucoup plus. Et que c'est raisonnable dans la condition dans laquelle vous êtes en ce moment. De ne pas vous en demander plus ou trop. T'sais, oui, bien sûr, des impondérables, une famille, mais cette reconnaissance-là, c'est davantage d'agir avec bienveillance. Clairement, aujourd'hui, je suis vraiment pas dans une bonne période et je me permet, en quelque sorte, de reconnaître que je suis dans cet état-là et quand le pic migraineux va céder, je vais reprendre mes activités. C'est sûr que souvent, il faut faire attention à ne pas mettre les bouchées doubles puis essayer de rattraper à 100 000 à l'heure, hein, ce qu'on n'aura pas pu faire dans les jours qui ont précédé, parce que bien sûr, souvent, hein, ça entraîne un état d'épuisement qui généralement ramène d'autres migraines. Mais souvent, c'est davantage cette notion-là de bienveillance, de reconnaître qu'on ne pourrait pas faire plus et que si une autre personne, par exemple, dans cette situation-là, si c'était un ami, si c'était un proche, ben, probablement qu'on comprendrait très bien hein, son degré d'isolement ou son besoin de dire, ben, écoutez, je dois transposer des choses, je dois déléguer des choses aujourd'hui parce que ça va vraiment pas bien. Est-ce que c'est un petit peu c'est possible, c'est un défi de se libérer de cette situation-là où c'est la même chose que ceux qui ont le cancer. J'ai 2 amis qui ont le cancer, puis ils leur ont dit, vous aurez toujours le cancer. Ça dépend de ce qui peut se passer. Il peut y avoir de la rémission, mais ça peut toujours. Et une deuxième question, quel est le rôle des aidants naturels dans tout ça?
Alors, merci. Donc, est-ce que oui, le contexte de migraine, de céphalie chronique, on le reconnaît comme étant toujours présent sur le plan biologique? Écoutez, je suis pas sûre qu'on peut faire un lien semblable avec une maladie comme le cancer. Bien sûr, les migraines chroniques, les céphalées ont différents facteurs d'apparition et de maintien. Bon, bien sûr, je pense que notamment mes collègues, Dr Pim et autres qui sont déjà venus présenter, ont certainement clarifié comment, dans certains cas, il y a certainement des éléments biologiques. Dans d'autres, oui, des éléments plus fonctionnels de stress, mais à l'heure actuelle, on garde à l'esprit que dans un contexte chronique, malheureusement, l'état actuel de la science médicale, les différents traitements, fait que j'ai pas de statistiques précises, mais fait que c'est probablement une minorité de gens qui vont être capables de ne plus avoir de migraine, mais que pour la majorité d'entre vous, le traitement multidisciplinaire va amener une certaine amélioration. Puis bien sûr, on la souhaite le plus fort possible, que vous ayez le moins mal, puis que vous soyez le plus fonctionnel. Mais ça demeure une réalité que très souvent, c'est malheureusement pas réaliste dans l'état de la science actuellement de penser qu'on peut en venir à zéro douleur et que souvent c'est davantage la notion d'un contrôle amélioré, même si on sait qu'on essaye toujours de faire mieux puis de viser le moins de douleur possible. Votre deuxième question concernant les aidants naturels. Je l'ai abordé un petit peu dans le cadre de la présentation aujourd'hui. Bien sûr, le contexte de douleur chronique vous affecte en premier chef, mais affecte évidemment vos proches. Et une des choses qui est importante, c'est que les proches ne savent pas toujours comment réagir. Parce que comme on disait en début d'entrevue, ça paraît pas toujours que vous avez, puis même souvent relativement peu, que vous êtes très souffrant et que c'est difficile. Et que, oui, la douleur, certains l'expriment plus que d'autres, mais il en reste pas moins que pour les proches, souvent, c'est difficile à comprendre. Les proches peuvent se sentir aussi passablement impuissants. Ils voudraient pouvoir vous aider. Ils voudraient vous décharger d'une partie de votre douleur, de vos difficultés, mais des fois, c'est plus difficile. Des fois, ça passe par des difficultés de couple, de famille, ou des fois, ça vaut la peine de dire, comment on essaie de s'organiser à travers ça. La douleur, vous ne l'avez pas voulu, pas plus que vos proches, mais comment on essaie de faire un travail d'équipe pour mieux composer avec cette réalité-là. Et oui, capacité de vous affirmer, capacité de faire de la gestion de problèmes, de travailler, comme on dit familièrement, main dans la main, dans un contexte de respect de soi, de respect de l'autre, mais aussi de bienveillance. Et c'est vrai que c'est pas tout le monde qui a accès à un réseau social sain et aidant. Il y a des gens, malheureusement, où les proches disent « Oh ben regarde, moi j'ai mal à la tête, là, je prends 2 Tylenol, puis merci, bonsoir, c'est fini. Comment ça se fait que pour toi c'est plus difficile? » Et que oui, il y a des gens qui ont... Parce que c'est plus confrontant, parce que les gens ont moins d'empathie, parce que, il y a toutes sortes de raisons. Mais c'est vrai qu'il y a des gens, des proches, qui sont moins habilités à accompagner les personnes en douleur. Si je peux me permettre, pour répondre à la première question de monsieur et à votre explication, je fais partie des chanceuses. Ça fait 9 mois que je suis en rémission de migraine. Je fais de migraine chronique, donc quotidienne, depuis 17 ans. Et grâce à une méthode, la méthode de Dr Moscovitch, je suis en rémission depuis 9 mois avec février, sans médicaments, sans rien. C'est fini. Excellent.
Alors, ça peut donner espoir. Moi, ma question, ma réflexion, c'est par rapport à l'énergie. Oui. Je comprends, je trouve qu'on passe beaucoup de temps à placer le problème. C'est peut-être un commentaire aussi de la présentation, de se connaître, de connaître notre profil migraineux, notre profil psychologique. J'aurais peut-être souhaité plus de solutions pratiques. D'entendre parler du nom, des théories, tout ça, je trouve qu'on est allé très vite. J'aurais aimé savoir plus d'exemples sur ce qu'une personne qui n'est pas psychologue peut par elle-même faire dans le quotidien. Ça, c'est... Puis j'ai entendu votre réponse par rapport à, en pleine crise de migraine, qu'il faut accepter nos limites. Puis je pense que la plupart des gens qui ont eu des crises aiguës de douleur savent qu'à un moment donné, c'est une respiration à la fois, puis c'est tout, là. Ma question, c'est par rapport au niveau d'énergie que ça nous laisse après ça. Comment est-ce que vous avez un conseil pour garder espoir quand, pas seulement traverser une crise, mais quand les crises se suivent, puis que ça fait des mois, puis que ça fait des années qu'on a l'impression que notre vie, on est sur la voie d'accotement, puis on attend d'être capable de la reprendre. Comment on peut garder espoir, puis avec le peu d'énergie qu'on a, à part de penser comment ça s'est installé, puis qu'est-ce que c'est mes caractéristiques personnelles. Des fois, j'ai l'impression qu'il reste tellement peu d'énergie que je ne sais pas si ça fait du sens tout ce que je dis. Est-ce que vous avez des pistes de solutions très simples, concrètes? Alors oui, merci pour votre intervention. Donc, effectivement, c'est clair que oui, dans votre réalité, tout le monde, vous êtes confronté également à un phénomène comme la douleur chronique qui prend énormément d'énergie au quotidien. Et bien sûr, que ce soit dans la persistance des migraines, comme dans les pics migraineux, ça fait aussi partie de votre expérience d'avoir à composer avec un niveau d'énergie qui est sérieusement altéré. Et ça fait partie des difficultés qui ont un impact dans votre fonctionnement. Et bien sûr, oui, il y a la douleur, mais apprendre à fonctionner à un rythme différent, qu'on n'a pas choisi, qu'on n'a pas voulu. Ça fait souvent partie des défis associés à la douleur chronique de type migraineuse également. Je vous dirais que de façon générale, en psychologie, on voit deux grands types de patients. Les patients qui, quand on regarde leur fonctionnement d'avant. Il y a les gens qui étaient très, très, très fonctionnels, qui faisaient toutes sortes d'activités et qui, oui, le contexte de douleur les a changés beaucoup. Et évidemment, certains vont tenter d'essayer de fonctionner comme ils faisaient auparavant. Et dans ces contextes-là, très souvent, ça entraîne beaucoup de frustration, ça entraîne beaucoup d'anxiété puis du découragement parce que les gens voient bien que malgré leurs efforts, souvent très, très, très soutenus, qu'ils n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs. Donc, c'est sûr que pour les gens qui sont dans cette modalité-là, apprendre à en faire moins et considérer que moins c'est mieux, ça fait souvent partie d'un processus psychologique. Parce que, oui, clairement, c'est pas facile de composer avec un fonctionnement qui est très, très limité, puis c'est frustrant, puis ça veut dire de faire des compromis, pas toujours qu'on aurait envie de faire, mais de trouver des façons de rester, comment je dirais, de faire du sens et de faire de ces petits moments-là quelque chose qui est quand même utile, qui est quand même intéressant et qui
contribue, même si c'est par petites bribes, à la qualité de vie. À l'inverse, il y a effectivement des gens qui vont être davantage dans un mode, il n'y a rien qui va, mais j'en fais moins parce que j'ai peur d'en faire plus, j'ai peur d'être confrontée à trop d'échecs parce que, évidemment, c'est difficile. Puis de trouver les points d'équilibre, hein? Qu'est-ce qu'on peut faire dans quelles circonstances et comment tel ou tel événement va venir nous affecter davantage? Bien sûr, c'est un travail souvent de longue haleine. Hein? Et que même chez les gens qui ont plus de difficultés à s'impliquer, de regarder avec eux comment on peut s'impliquer sans que ça soit trop demandant. Hein? Regardez aujourd'hui, par exemple, vous faites l'effort de venir assister à une présentation. Évidemment, plusieurs d'entre vous ont probablement beaucoup de migraines et votre journée s'est déroulée d'une certaine façon. Mais vous aviez le désir de participer à cette activité-là et vous avez certainement, au fil de votre avant-midi et peut-être cet après-midi ou en soirée, organiser des compromis pour être capable d'intégrer cette activité-ci dans votre journée et se dire, OK, oui, je suis limitée, oui, j'ai des difficultés à fonctionner, mais quand il y a quelque chose qui me tient à cœur, j'essaie de me placer en condition pour y faire face et j'essaie d'y participer. T'sais, vous auriez participé, par exemple, à 30 minutes de la présentation. Peut-être que vous m'auriez dit, j'aurais aimé ça faire plus, mais rien, par exemple, aurait pu vous empêcher de dire, le reste, je peux le reviser sur le web ou je peux le regarder à partir de la maison. Si ma condition aujourd'hui ne me permet pas de faire toute l'activité. Hein, parce que des fois, il faut voir aussi au niveau de ses attentes. Hein? Et des fois, ses attentes ou les attentes de l'entourage, mais souvent ses propres attentes, peuvent avoir un impact aussi sur ce qu'on va se demander comme énergie. Mais c'est très clair, puis vous faites bien de le mentionner, que le niveau d'énergie que vous avez si je peux dire, de libre pour fonctionner est très limité, puis que ça fait partie des difficultés. Dans un autre ordre d'idée, je pourrais prendre l'exemple de dire, c'est comme si votre compte de banque était toujours avec 2-3 $. Hein? Oui, vous avez des comptes à payer comme tout le monde. Oui, vous avez des imprévus à gérer. Mais quand on est toujours, en bon québécois, à la scène près, bien sûr, ça a son lot de difficultés. Puis oui, ça entraîne son lot de stress. Puis personne ne peut faire l'impossible. Merci de votre patience. Je sais qu'on a dépassé un petit peu l'heure. C'est souvent comme ça dans les conférences, mais on voulait absolument que vous ayez le temps de poser vos questions. Donc, je vais terminer avec 2 commentaires. Le premier, toutes mes sincères félicitations pour cette belle initiative d'avoir offert cette conférence avec Dr. Taillefer, qui connaît à fond toute cette problématique de la douleur chronique comme les migraines. Et dernier, bravo et merci de partager vos connaissances de façon accessible et enrichissante. Et est-ce possible d'avoir accès à votre PowerPoint? Est-ce que ça serait possible qu'on partage ça avec les gens? Écoutez, oui, pour les gens qui souhaitent avoir une copie, soit par vous, que je peux vous transmettre, ou encore, j'avais laissé sur la page Frontispice, mon courriel professionnel, si jamais des gens veulent avoir une copie, il n'y a pas de problème, là, on pourra s'organiser pour les leur transmettre. OK. Parfait. Donc, merci beaucoup. On va terminer là. Juste à m'écrire à info@migrainequebec.com. Je suis Louise Houle, si vous voulez une copie du PowerPoint. Donc, encore une fois, un applaudissement pour Dr. Taillefer. Merci beaucoup.